Bon, bienvenue les gars, on est sur Chronographe et on est reçu aujourd'hui chez Humbert-Dro. On se situe dans la capitale de l'horlogerie, on est à Besançon. Bienvenue Julien et merci de nous recevoir. Merci à vous de venir. L'idée aujourd'hui c'est de pouvoir vous présenter Humbert-Dro, anciennement et peut-être encore aujourd'hui d'actualité Reparalux. Oui. Et de présenter donc l'histoire de la société, l'histoire, le passé, le présent et les choses qui peuvent arriver à l'avenir. Julien, à toi. Il y a deux identités, hein, Reparalux et Humbert-Dro. Donc moi je suis la 5e génération d'Humbert-Dro, donc arrière petit-fils d'horloger. Okay. Donc Reparalux c'est une entreprise de sous-traitance service après-vente, assemblage de produits neufs, qui existe depuis 1956 à Besançon, créée par mon arrière-grand-père. Mon grand-père a suivi, mon père derrière a pris la partie gestion, pas d'horlogerie, et moi j'ai repris depuis 2018 l'ensemble de la société. D'accord. Donc prochaine génération qui arrive déjà pour prendre le relais ou pas encore? J'ai une fille de 2 ans et demi, mais pour l'instant on va la laisser grandir. Okay. Mais oui, on espère toujours que ça continue. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Qu'est-ce qui a motivé ton envie de passer de Reparalux à la création de ta société, de ta marque Humbert-Dro? En fait, ça a été très simple. Quand moi j'ai décidé de me mettre dans l'horlogerie, ce qui n'était pas forcément évident à la base. C'est le stage de 3e découverte qui m'a fait venir ici et qui m'a fait découvrir ça. Je me suis dit voilà, on a un héritage qui arrive à faire, une entreprise. Qu'est-ce que toi tu vas pouvoir faire pour que tu mettes ta patte à l'édifice? Voilà. Essayer d'avoir d'autres marques, essayer d'avoir d'autres choses ou essayer de créer ta propre marque. Et ça a été très vite dans ma tête en disant bah non, c'est ce que tu veux faire, c'est ça. C'est-à-dire que dans mon envie, c'était qu'un jour le grand-père ait un Humbert-Dro sur un cadran et puisse être fier de ça parce que ils ont toujours été en sous-traitance et du coup travailler pour eux, travailler pour nous et avoir vraiment une marque à leur nom, c'était l'objectif. D'accord. Parce que historiquement, donc ce que vous faisiez, c'était majoritairement du SAV. Oui. Pour des marques qu'on ne citera pas forcément, mais quand on regarde un petit peu sur Internet, on voit donc des marques qui sont situées place Vendôme. C'est ça, oui, voilà, exactement. On a beaucoup de marques nous confient leur SAV place Vendôme, et on avait vraiment cette identité-là. Après, on a recommencé petit à petit à réassembler des montres neuves avec le Made in France. Ça nous a donné un deuxième volet sur la société Reparalux, et ça a accompagné aussi le fait d'avoir réalisé le Humbert-Dro derrière. D'accord. Donc l'histoire avec, il y a certaines marques qu'on peut citer, qui vous bossez pour qui vous faites de l'emboîtage. Cette histoire-là, elle a commencé avant que toi tu aies envie de lancer ta marque ou c'était à peu près au même moment? C'était à peu près, il y avait un peu avant. On s'en est aussi nous inspiré derrière avec des conseils, etc. D'assemblage, notamment pour la partie sous-traitance des boîtiers, etc. Puisqu'on n'est pas fabricant de boîtiers. Donc il fallait aussi savoir où se diriger. Donc c'était dans les deux, c'est-à-dire qu'on a eu envie de développer cet assemblage de montres neuves chez nous, et en plus en parallèle notre marque, donc les deux étaient bien combinés. D'accord. Dans l'idée que vous sachiez les marques qui sont aujourd'hui partenaires, puisque on parle bien de partenariat, dans l'emboîtement on a March. On a March, on a Charlie Paris qui vous met en avant sur leur site internet avec une petite vidéo pour la présentation du G100 et la manière dont le G100 est monté. Aujourd'hui, il y a d'autres marques de ce type-là avec qui vous bossez de manière étroite? Oui, il y a la marque Wake avec qui on a bien démarré. Et puis il y a d'autres petites marques, voilà, je pense à Heliop, c'est une jeune marque toulousaine qui s'est créée. On fait beaucoup aussi maintenant par rapport à avant dans l'accompagnement, c'est-à-dire que des gens ont un projet, viennent nous voir du fait qu'on a notamment la possibilité d'avoir un mouvement automatique maintenant avec le G100, viennent nous voir pour essayer de construire un projet avec une marque. Donc on les dirige vers les partenaires maintenant qu'on connaît de fabricants de boîtiers, de bracelets, etc. Et puis on arrive à pallier avec le mouvement avec le G100. Donc c'est un accompagnement qu'on arrive à faire vraiment. Et puis vous arrivez à faire on va pas parler de prix, on va pas parler de marketing, mais vous arrivez à avoir mine de rien des produits qui sont à prix plus que correct. Vous avez réussi à sortir un produit quartz à moins de 200 € si je me trompe pas. Oui, alors du coup, bon, c'est vrai que nous, la particularité qu'on a par rapport à d'autres, c'est qu'on a l'avantage d'avoir notre marque et en plus d'avoir l'atelier derrière avec Reparalux. Donc comme ça regroupe l'ensemble, c'est vrai que les coûts sont limités, on n'a pas 150 prestataires derrière, donc ça permet de limiter ces coûts-là. Et puis
dans l'idée principale d'Inberdro au départ, c'était surtout de retransmettre la passion qu'on avait nous pour l'horlogerie aux personnes qui n'avaient pas forcément les moyens d'acquérir des montres automatiques, des montres chrono, parce que les prix s'envolent des fois parfois. Très bien. En l'occurrence, aujourd'hui, donc là on est à la 8e mouture de la HD. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché, que ce soit en termes d'affect, d'esthétique ou de produits, qu'est-ce qui a déclenché le choix que tu as fait pour faire ta HD1? Le choix déjà, c'est toujours paradoxal, c'est qu'en fait nous on réagit complètement différemment par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a l'envie de créer la marque Inberdro, on n'avait pas forcément de mouvement, etc. Puisque en fait on s'est tourné vers les mouvements que mon arrière-grand-père avait gardés en stock. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des séries limitées. Et en fait le design était après approprié par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a ces mouvements-là, il faut qu'ils s'adaptent à un boîtier bien spécifique. Et la deuxième chose, c'est que on fait 75% de services après-vente, donc on sait ce qui fonctionne pas sur les montres. Et la HD1, ce qu'on a tout de suite eu envie de faire, c'est ce fameux protège-couronne, parce qu'on sait que ça représente quand même 25 à 30% du retour sur une montre. Voilà, le remontoir qui est cassé parce qu'il est agrippé, etc. Donc c'est vrai que la priorité qu'on avait, c'était de céder du service après-vente pour créer des modèles qui soient résistants aux clients et qui fonctionnent dans le temps. Ok, très bien. Il n'y a pas de lien avec Panerai parce que typiquement il y a un petit truc. Les gens en fait ont tout de suite fait le rapprochement parce que effectivement Panerai c'est le protège-couronne, mais c'était pas du tout la réflexion qu'on a fait nous au départ. Sincèrement, c'est parce que on s'est appuyé là-dessus. Mon grand-père qui avait toujours ce petit côté pessimiste dans le sens en disant si tu crées ça, il va se passer ça. D'accord. Donc on s'en est aussi beaucoup. Voilà, on s'en est beaucoup aidé. Et du coup, c'est vrai que le protège-couronne, il est venu comme ça. Il n'est pas venu en disant Panerai, on aime bien, on fait pareil, quoi. Oui, ça aurait pu. Ça aurait pu parce que voilà, c'est faisable, mais non, c'est vraiment l'inspiration SAV. Très bien. Donc aujourd'hui, on a une collection homme, on a une collection femme. On est à la 8e itération de la HD8. Et si je me trompe pas, mes oreilles me disent qu'il y a une 9e qui arrive là dans les clous. Oui. En fait, sur les différents modèles concrets, on a quand même une communauté qui s'est un peu installée sur Inberdro, où on partage, où on fait des échanges avec des gens de la région ou avec des gens extérieurs via les réseaux. Et il y a toujours, normalement, une plongeuse à un moment donné dans une collection. Et c'est vrai qu'on avait à cœur de pouvoir la réaliser. Après, on voulait que ce soit le bon moment, on voulait aussi qu'on commence à avoir cette barrière de mouvement, parce que on avait épuisé les réserves de mon arrière-grand-père, donc ça s'est fait du fait qu'on a fait l'accord avec la Jouperet, on a dit on y va pour la plongeuse avec ce mouvement-là, qui sera robuste avec le G100. Et on s'est inspiré aussi des envies des gens en disant Inberdro c'est super, mais par contre il faudrait aussi essayer d'avoir une plongeuse. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que vous aimez une plongeuse? Qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique? Donc on s'en inspire beaucoup en fait. On échange beaucoup. Quand est-ce qu'elle sort cette plongeuse? En fait, on va faire un système de précommande. À partir de mi-mars, les précommandes sur le site vont démarrer. Il y aura 5 modèles. Et on aura 15 jours pour réserver chaque modèle en précommande avec des différents cadeaux. Et on pourra acquérir normalement courant mai, mi-mai, fin mai, les premières montres qui sont pré-réservées. Avec le choix du numéro de série, puisque ça c'est Ce sera une des étapes des pré-réservations. Il y aura dans le délai de 15 jours, 3-4 jours, on pourra choisir le numéro et d'autres surprises qui arriveront. Est-ce qu'en termes de surprise, nous on aura la possibilité de l'avoir, cette HD9? Oui, on pourra. Après, je vous montrerai éventuellement le premier modèle de précommande. Donc il y a des prototypes qui se baladent. Oui, il y en a, qui se baladent. Les gars, on va essayer de voir des choses. Aujourd'hui, si tu devais te projeter, ou si tu dois, avec toutes les ambitions possibles, te projeter dans les 10-15 prochaines années, où est-ce que tu vois Inberdro? J'espère que ce sera une marque qui sera acteur de l'horlogerie française. En fait, Inberdro, l'utilité première de la marque, c'était déjà de remettre de la passion française et que ce soit accessible aux gens. C'était la première chose. La deuxième chose qu'on a réalisée, qui est importante, c'est d'avoir ce partenariat avec la Jouperet, permettant à des marques françaises qui n'avaient plus d'autre choix que de se diriger vers des mouvements japonais ou chinois, de pouvoir maintenant rebasculer sur du mouvement franco-suisse. C'est ça cette ambition-là, c'est-à-dire qu'on soit un acteur principal, que ce soit avec une marque, mais aussi en accompagnant les autres marques.
voilà, pas être la marque principale française parce que on n'a pas cette ambition, parce qu'on sait qu'on a l'autre activité derrière, on n'en sera pas capable. Mais par contre, aider les autres et fédérer derrière, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord. Si on reparle un petit peu finalement des 2 dernières années, puisque ça a été des années assez compliquées pour l'approvisionnement et autres, est-ce que vous, justement, cette période post-Covid, elle vous a posé problème ou justement vous aviez suffisamment de stock pour non, après, déjà, nous, en travaillant beaucoup pour le service après-vente avec les bijouteries fermées, ça a été quelque chose de compliqué. Il a fallu réorganiser aussi l'équipe parce que malheureusement, il y a eu 2 personnes qui ont dû quitter la société. Et puis derrière, en fait, la sortie de crise, on l'a faite en travaillant pendant ce Covid, quand l'atelier était fermé, en parallèle avec Jean-Claude Eggen, qui est le patron de la Joux-Perret, où j'ai beaucoup échangé avec lui pendant cette période-là, où il m'a dit, voilà, nous, on est en train de créer quelque chose avec un mouvement. Est-ce qu'on met ce mouvement-là chez Inverdro? Je dis oui, mais par contre, on l'assemble. Enfin voilà, c'était cette petite histoire-là. Et on est sorti de cette crise comme ça. Après, en termes d'approvisionnement, oui, c'est sûr qu'on a toujours, on a été aussi contraint de repousser des productions ou des productions qu'on allait nous donner ont été repoussées. Donc c'est une adaptation permanente. Mais c'est vrai que depuis 4-5 ans, la projection maximum qu'on peut avoir sur la société, c'est 2 mois, quoi. Alors qu'avant, c'était 7-8 mois, voire 1 an. D'accord. Maintenant, on travaille toujours à 2 mois d'avance et on voit après, quoi. Oui, on prend les devants. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as dans l'ambition de faire un produit 100% français? Est-ce qu'on en a la possibilité aujourd'hui en France? Alors, j'ai toujours cette contrainte derrière, dans le sens où, pour le moment, en 100% français, non seulement on ne peut pas, parce qu'il manque des entreprises qui seraient capables de faire des choses intéressantes. Maintenant, il y a un second choix à faire aussi en termes de consommateurs, c'est-à-dire qu'une montre aujourd'hui chez nous qui sort à 1049 €, si vraiment elle est 100% française, elle sera à 2049 €. Il faut en avoir conscience. Est-ce que les gens sont prêts à passer le cap derrière? Voilà, nous, c'est des réflexions qu'on a aussi. Maintenant, tout ce qu'on peut refaire en France, on le fait. Voilà, petit à petit, il y a eu déjà le cœur de la montre avec le mouvement. Le bracelet, on travaille avec des Français. Après, tout ce qui est boîtier, cadran, aiguille, pour l'instant, on se limite à des partenaires qu'on a français, mais en Asie. Parce que c'est un terme de coût et que pour l'instant, plutôt que de balancer, entre guillemets, tout de suite des montres sur leur marché 100% françaises avec des prix qui ne sont pas accessibles, je pense qu'il faut y aller petit à petit. C'est ce qu'on essaye de faire au fur et à mesure. Et en termes de mouvement, pour que le mouvement soit 100% français, il faudra encore quelques années, parce qu'il y a rien que le balancier, les spiraux, etc., il n'y a plus du tout de sociétés en France qui le font. Donc pour que des sociétés repartent là-dedans, il faut un volume de commandes. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 40 à 45 000 montres qui se vendent. Il n'y a pas du tout assez de volume pour que ça puisse créer une société comme on avait avant, les Spiro français et autres. Malheureusement, il n'y a pas assez. Il faut en avoir conscience, donc il faut contourner les choses. Les composants sont suisses, ils sont assemblés en France, c'est déjà une première étape. Il y a d'autres, je pense à Pékinier qui a réalisé ce mouvement-là, avec, comme je l'ai expliqué, 2-3 étapes qui sont malheureusement pas possibles en France, mais ils ont essayé de faire des choses intéressantes. Mais on voit que les prix sont plus élevés que les nôtres, parce que malheureusement pour eux, il n'y a pas le volume derrière. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut qu'on essaye de travailler ensemble, mais c'est pour ça que je disais, l'envie première d'Inverdro, c'est ça, c'est de pouvoir consolider ces marques françaises qui ont envie de jouer le jeu et enlever toutes ces personnes qui ont été acteurs et qui ont fait du mal à l'horlogerie française à un moment donné. Et puis le 100% français, du coup, ça a ses limites, puisque si on veut se positionner par rapport aux autres micro-marques qui arrivent avec des pièces à 500 €, des fois c'est peut-être un peu plus compliqué, même si la bonne volonté elle y est et que et puis pour le consommateur c'est toujours délicat, parce que c'est vrai que le Made in France est pas toujours bien représenté, dans le sens où il suffit de l'emboîtage pour que vous soyez Made in France. Donc pour le consommateur, c'est jamais trop évident à savoir. Et comme tu dis, tu as une montre à 500 €, tu en as une autre à 2000, on te dit Made in France dessus, c'est jamais trop évident pour le consommateur. Donc changer déjà cette philosophie-là. Après, on sent qu'il y a un engouement pour l'horlogerie française qui s'installe, donc c'est positif, il faut essayer de surfer dessus.
Donc voilà, on va faire le maximum, mais j'ai appris aussi avec la maigre expérience, et c'est le Jean-Claude Deguen de la Jouperet qui me l'a dit. Voilà, faut prendre son temps sur les étapes, il faut pas tout précipiter parce que ça viendra un jour, mais il faut attendre, il faut être patient. Déjà, repartir sur de l'assemblage en France, c'est une très bonne chose. Refaire des composants en France, c'est une seconde étape qu'on est en train d'essayer de réaliser. Mais l'ensemble du mouvement, c'est beaucoup trop tôt et le volume ne le permet pas. D'accord, voilà. Très bien. Je te remercie pour ces précisions. Les gars, on va profiter d'avoir la présence d'un horloger français avec nous. Si aujourd'hui je te dis montre chinoise, qu'est-ce que ça t'évoque? Montre chinoise, après, ça représente il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Non, il n'y a pas de piège. Après, une montre chinoise, c'est toujours pareil. Moi, je ne suis pas dans la critique, dans le sens où il y a des gens qui ont envie d'avoir une montre au poignet et qui n'ont pas les moyens de s'acheter autre chose que ça. Donc, à un moment donné, il ne faut pas non plus cataloguer le truc. Si on n'avait pas la Chine aujourd'hui pour nous créer des boîtiers comme ils le font avec la qualité qu'ils font, il n'y aurait pas beaucoup de marques qui verraient le jour. Donc, puis même les plus gros se fournissent là-bas. Bah oui, notamment sur les bracelets acier, où il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, montre chinoise, je suis pas à dire faut banaliser le truc, n'en achetez plus, parce que non, il y a toujours une part de marché qui sera malheureusement concernée par ces produits-là. Après, ce qu'il faut surtout faire, c'est bien distinguer montre chinoise d'une montre française en étant clair sur ce qu'on fait. Tout à fait. Voilà. Et puis éviter de parler de contrefaçon, d'hommage, de copie. Oui. Et puis il y a des marques comme Fita par exemple, ou Fiata, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Oui. Fiata qui est une marque pleine et indépendante qui fait ses propres montres. Il y a un sujet que tu veux évoquer plus particulièrement par rapport à ta société ou des choses que tu as envie de mettre en avant par rapport à un Berdreau ou en général? Nous, ce qu'on va essayer de faire dans les prochains mois, là, on va se faire accompagner pour ça, c'est qu'on a envie qu'un Berdreau traverse les générations comme on a traversé nous les générations. Il y a une idée principale là-dessus. On est en train de travailler là-dessus. On sait qu'une montre, elle a résisté à beaucoup de choses, l'horlogerie, notamment l'arrivée du quartz. Ouais. On a dit aussi il y a quelques temps que les montres connectées allaient tuer l'horlogerie. Au final, ça reste pas forcément une montre, mais un accessoire. Ça les a même peut-être développés. Oui, mais il y a un engouement quand même, à contrario, sur la montre mécanique par rapport à la montre quartz premier prix, qui là, par contre, s'est fait quand même éliminer par la montre là. Donc nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines années, c'est cette marque qui permettra d'être une marque héritière. C'est-à-dire qu'un Berdreau, moi j'ai eu la chance d'hériter de quelque chose de fantastique qui est un atelier. Et je sais qu'une montre, ça peut être aussi un héritage pour son enfant ou autre dans les années à venir. Quand il y a un héritage, c'est pas toujours gai, mais quand c'est immobilier ou autre, on s'en sépare souvent. Mais la montre, on la garde. La montre du grand-père, de l'arrière-grand-père, on la garde. Et c'est là-dessus qu'un Berdreau va travailler de plus en plus parce que on doit s'identifier plus aux gens. Berdreau est une marque qui a traversé les générations. On veut aussi que les gens puissent s'en inspirer. Donc c'est là-dessus qu'on veut accentuer notre communication et notamment pour la fin d'année avec des choses qui vont arriver qui seront intéressantes. Ok, c'est une belle motivation. Ça me plaît, perso ça me plaît. J'ai eu la chance de pouvoir voir les HD8, je les ai eus dans les mains. Qu'est-ce qui a défini les choix par rapport aux 4 cadrans que vous avez fait sur les HD8? Moi, il y a la Napurna qui m'a tapé dans l'œil dès que je l'ai vu sur internet et puis là, quand je l'ai vu en vrai, ce fond de cadran il est magnifique. Qu'est-ce qui a été finalement l'inspiration pour ces 4 cadrans? Alors du coup, pour les HD8, on est reparti de la HD5 qu'on avait précédemment, qu'on a réussi à remettre au goût du jour, et la HD mécanique. C'était 2 modèles qu'on avait qui étaient épuisés, qui avaient très bien fonctionné. La HD5 reprenait les codes de l'horlogerie qu'on aime bien, c'est-à-dire le clou de Paris, les aiguilles bleues derrière, et puis la HD mécanique, cet ensoleillé que tu aimes bien, c'était l'ensoleillé qu'on retrouvait sur les montres des années 70. D'accord. Et mon grand-père à l'époque, avec cette chance aussi que j'ai avec lui, c'est-à-dire qu'on a aussi des anciens cadrans de montres anciennes qui avaient cet ensoleillé, cet effet ensoleillé qu'on a là, et il m'a dit voilà, pour moi ces mouvements-là allaient avec ça, et j'ai dit banco, on essaye de renouveler un peu ça, et on s'en a inspiré pleinement de là. C'est canon, c'est très réussi, moi j'aime beaucoup. Ouais, merci.
J'aime beaucoup. Là, en l'occurrence, vous savez, comme on disait, un Berdreau, c'est une histoire de famille. Oui. Donc, bon, ton grand-père n'est pas là aujourd'hui, il est à la pêche. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc, il a bien raison de profiter. Et donc, aujourd'hui, ton grand-père, il continue de travailler, c'est-à-dire, il est toujours dans la partie horlogère ou c'est plus de l'accompagnement par rapport au management ou il est vraiment les mains dans le cambouis et il continue de... Non. Depuis le Covid, il a cessé l'activité pleine ici. Okay. Parce qu'à 83 ans, il était encore là 7 heures par jour. Et c'est vrai qu'avec le Covid, forcément, il y a eu cet isolement, puisqu'il était quand même à risque. Et depuis, c'est vrai qu'il passe uniquement le vendredi. D'accord. Donc matin ou après-midi, peu importe. Et il s'intéresse à ce qui est fait dans Réparalux, donc la sous-traitance, qu'est-ce qui se passe, etc. La gestion aussi au niveau des employés. Il est quand même encore bien connu ici. Et il apporte son regard, oui. Ouais. Voilà, il apporte son regard critique, très souvent critique d'ailleurs, parce que c'est, comme je disais, c'est ces générations-là qui avaient souvent du pessimisme, mais qui sert aussi, parce qu'au final, bon, il a aussi une expérience que j'aurai jamais, et que voilà, il est dans l'horlogerie depuis l'âge de 14 ans, il en a 86 aujourd'hui, donc je m'en inspire aussi beaucoup là-dessus, mais tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est vente, etc., forcément, c'est pas du tout dans sa génération, donc... il est étonné de voir que autant de gens voient une vidéo, etc. Donc c'est assez sympa parce que c'est pas moi qui lui transmets ça, mais presque, donc cette partie-là. Mais non, il est plus à l'atelier. Par contre, effectivement, il y a son apport technique qui est là. Il a suivi l'assemblage de ce mouvement G100 parce qu'à l'époque, à Réparalux, ça assemblait quasi 1000 mouvements par jour en horlogerie mécanique avec France Ébauche. Donc ça lui rappelle des souvenirs assez exceptionnels. Donc voilà, c'est assez sympa encore le rapport qu'on a les deux, d'échange permanent. Ouais, c'est bien, super. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Tu parles de France Ébauche, ça m'amène justement sur le sujet. On a fait une vidéo avec 10ATM, donc qui lui est actuellement en train de faire la visite de l'atelier. Et dans une vidéo, on nous parlait de France Ébauche. Alors pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots? France Ébauche, c'était, si on connaît un peu plus, ETA en Suisse, c'était le fabricant de mouvements en France. C'était une manufacture qui, là, pour le coup, était une vraie manufacture française avec l'ensemble des composants qui étaient faits en France, y compris les spiraux, avec les spiraux français. D'accord. Donc, on avait vraiment une manufacture et lorsque le mouvement sortait, là, on pouvait vraiment dire c'était un 100% français. Ok. Très bien. Ce qui malheureusement manque aujourd'hui. Merci pour cette précision. Concernant les partenariats donc on a évoqué, que ce soit avec des marques comme Charlie, comme ce soit avec des marques comme Marchlab ou Yema, est-ce que aujourd'hui ils arrivent avec un plan bien détaillé en te disant nous on veut ça et on veut avoir ce mouvement dedans, ou est-ce que c'est quelque chose qui est en co-construction et que tu as finalement t'as pas tout ton mot à dire dans la montre? Il y a, en fait, soit la marque arrive avec un design et on essaye d'accompagner sur le mouvement, soit ils arrivent avec l'envie d'avoir le fameux mouvement franco-suisse et après derrière ils travaillent un design. Mais dans tous les cas, il y a toujours un échange entre les deux. Voilà, à savoir ce qu'ils peuvent faire en termes de solidité avec le boîtier, etc. Parce qu'on essaye de donner un maximum de conseils. Et puis la façon de vendre, des fois on a même un apport en leur disant là, ce sera un peu trop cher, la marge est peut-être un peu élevée, ou au contraire, réaugmentée, parce qu'il y aura une partie service après-vente derrière. On accompagne aussi beaucoup sur le service après-vente, parce qu'on a cette expérience-là, et des fois, il y a des marques qui se lancent. C'est tout beau, c'est tout rose au début, ça part bien, mais par contre, quand ça revient en SAV, et puis qu'on n'a pas les fournitures derrière pour faire, c'est toujours délicat, donc on accompagne aussi beaucoup là-dessus. Et puis le SAV, c'est quelque chose à prendre en compte parce que malheureusement, il n'y a pas que le prix de la montre et le bénéfice à faire, parce qu'il n'y a que le bénéfice dont on parle, mais le SAV, c'est un coût... c'est l'image de marque principale, donc il faut toujours en faire vraiment attention au départ, et des fois, on n'a pas conscience de ça, donc on se dit, oui, on va déjà créer, puis le SAV, ça fera dans 1 ou 2 ans, non, ça peut arriver très vite des fois. Pas forcément parce que la montre n'est pas bien conçue, mais parce que tout simplement il y a eu une mauvaise manipulation et derrière il faut savoir réagir et si tu n'as pas les composants, tu vas pas bien loin. Exactement, très bien. Si aujourd'hui on laissait ton imagination prendre le dessus, c'est-à-dire qu'on enlève le côté pessimiste de ton grand-père et qu'on se dit voilà, tu peux faire la montre de tes rêves, qu'est-ce que tu ferais? Tu as déjà pensé comme ça? La montre de mes rêves, déjà, elle est simple. Elle repart d'un mouvement 100% français. Voilà, ça, c'est et avec cette ambition de pouvoir aussi avoir l'ensemble de l'habillage en France.
Avant, sur Besançon, il y avait une trentaine de sociétés qui travaillaient pour l'horlogerie. Mon grand-père m'a toujours dit, si une personne perdait son poste le matin, elle le retrouvait l'après-midi dans une autre. Donc, voilà, essayer au maximum de faire ça. Ce qui nous bloque aujourd'hui pour travailler rien qu'un boîtier, c'est déjà une part de délai, parce qu'il y a un peu de délai en France pour essayer d'avoir déjà les premières choses. Et puis c'est le coût du boîtier, parce que le coût du travail est un peu cher. Donc clairement c'est ça, mais la montre de mes rêves, elle n'a pas un design particulier, elle a surtout une identité française derrière, quoi. On a des copains qui sont sur YouTube, on a des gens qui ont envie de se lancer. Demain, vous savez les gars, que si vous voulez avoir une bonne société pour faire la préparation des montres et autres, il faut venir chez Reparalux, donc chez Humbert Draw, il faudra rencontrer Julien. Tu as souvent, je sais pas, des gens qui viennent avec des projets, même en indépendant comme ça, qui viennent pour te solliciter. Justement, tout à l'heure j'ai cité Heliop, c'était ça, donc il avait un projet, lui, à faire, et voilà, il a été bien accompagné par une société suisse, là, pour le coup, pour les boîtiers, etc. Ouais. Et nous, on l'a complètement accompagné derrière pour la partie assemblage et la partie SAV aussi. D'accord. Ce qu'il n'avait pas du tout conscience, lui. Mais oui, les indépendants, c'est même quelque chose qui est devenu assez courant maintenant. C'est-à-dire que au moins une fois tous les 2 mois, il y a une personne qui se présente en disant, voilà, j'ai un projet... Est-ce que ce projet-là peut être réalisé ici? Est-ce que vous avez les capacités? Est-ce que je me trompe pas du tout dans l'envie de faire les choses? Ouais, ça c'est devenu quand même assez... C'est pour ça que je dis que voilà, l'horlogerie française repart un peu de l'avant avec tous ces projets-là. Maintenant, il faut que ces projets soient réalistes et qu'on ne trompe pas le consommateur derrière en disant voilà, encore une marque française qui arrive. Oui, elle est française parce que... Le siège social est en France, mais rien ne vient de français, donc faites attention. C'est ça qu'il faut aussi réussir à combattre. Les pièges de l'horlogerie, c'est les pièges de l'horlogerie. Très, très, très bien. Est-ce que maintenant que vous avez sorti la HD9, on parlait avec Byron, ton chargé de communication, c'est ça? On parlait avec Byron et puis justement on échangeait sur une vidéo qu'on a vue, Romain Landry, qui est un youtubeur tech, qui avait échangé avec le CEO de Audemars. Oui. Et justement il expliquait que dans la partie R&D, donc recherche et développement, il est toujours sur des bails à 4, 5 ou voire 6 ans d'avance. Est-ce que vous aujourd'hui qui êtes en train de lancer, puisque c'est vraiment dans les tuyaux, vous êtes en train de lancer la HD9, est-ce que vous êtes déjà en train de travailler sur la HD28? 28 non, après on est en train de travailler, comme je te disais tout à l'heure, déjà sur l'identité de la marque pour que les gens puissent se l'approprier un peu plus. Ouais. Et on retravaille sur des modèles parce qu'on en est au 9e modèle avec la plongeuse qui arrive. Il ne faut pas non plus qu'on se perde dans le fait de sortir un modèle différent chaque année. Par contre, avec l'apport de l'ajout Perret, on va assembler d'autres mouvements que des 3 aiguilles. On va assembler du chronographe, on va assembler de la GMT. C'est vrai qu'on va repartir des anciennes fabrications qu'on avait en s'appuyant sur les mouvements qu'on va assembler ici. Donc les recherches, elles sont faites là-dessus. Après, en étant avec la structure qu'on a, on ne peut pas partir sur autant. On a toujours un modèle d'avance au minimum, voire 2. Mais après... c'est pas la course à l'armement, quoi. Non, parce que on est limité financièrement, clairement. C'est ça qui nous limite. Parce que l'inspiration, on peut toujours l'avoir et que, encore une fois, on voit passer beaucoup de choses, les idées, elles manquent pas, mais par contre, voilà, c'est l'aspect financier qui fait que, quoi. C'est le nerf de la guerre. Oui, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez les gars, moi j'en ai terminé. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser en commentaire. Je sais que Julien et son équipe se feront une joie de regarder ça, puis de vous répondre. Et puis au pire des cas, vous m'envoyez un petit mail. Je poserai les questions à Julien et puis on y répondra. Julien, merci pour ta participation. Ça a été un vrai plaisir. Maintenant, je vais aller faire un petit tour dans les ateliers pour aller voir de quoi il en retourne. Allez. Encore merci beaucoup. Merci. Et puis, je sais que vous faites de temps en temps des visites de l'atelier, comme vous en avez fait en décembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. C'est humbert-draw.fr, parce qu'on se pose la question, c'est Humbert Draw. Donc, c'est humbert-draw.fr. Allez sur le site, allez regarder les montres, elles sont vraiment super. Merci Julien. Merci.